Bonjour à tous, c'est Skywood. Alors aujourd'hui, tutoriel d'utilisation de l'Ethernet Shield avec une carte Arduino. Donc l'Ethernet Shield permet de connecter votre carte Arduino à un réseau local ou au web via le réseau local, le tout via Ethernet et de manière relativement simple. Alors comment est constitué l'Ethernet Shield officiel? Alors tout d'abord, ça semble assez logique d'un port Ethernet pour venir brancher notre câble Ethernet, d'une puce Wiznet W5100 qui s'occupe de gérer tout ce qui est Ethernet, protocole, TCP, UDP, et d'un petit connecteur micro SD qu'on va pas utiliser dans le tutoriel mais qu'on utilisera dans d'autres tutoriels, qu'on peut utiliser pour stocker des données ou lire des choses. Alors l'Arduino Ethernet Shield officiel, c'est celle-là qui est bleue avec marqué Made in Italy, enfin bon voilà, est supporté par la librairie Ethernet officielle qui est fournie avec l'Arduino IDE. Donc vous n'avez rien besoin d'installer. Si vous êtes avec la carte officielle, vous pourrez utiliser la librairie officielle. Si par contre vous êtes avec la carte Ethernet basée sur la puce microchip ENC je sais plus combien, vous pourrez pas utiliser la librairie officielle. Vous allez devoir utiliser une librairie faite par d'autres personnes. Je vous conseille pas de prendre la carte Ethernet non officielle si vous voulez utiliser l'Ethernet, parce que la non officielle est beaucoup plus compliquée à utiliser que la officielle, et quand on débute c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Elle est moins chère mais elle est beaucoup plus complexe, et elle fait pas autant, enfin il n'y a aucune différence au niveau des capacités quoi. Donc cette carte Arduino Ethernet Shield, on va l'utiliser dans notre tutoriel pour contrôler une LED. Puis une fois qu'on aura fait mumuse avec notre LED, on va contrôler un relais, et le relais va contrôler quelque chose de beaucoup plus puissant, à savoir une grosse lampe, enfin une grosse entre guillemets lampe. Comme ça je fais d'une pierre deux coups, je vous montre comment utiliser l'Arduino Ethernet Shield et comment utiliser un relais avec une carte Arduino. Je suis malin hein. Alors j'ai la voix un petit peu cassée parce que j'ai chopé un méchant rhume, donc je suis désolé, j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo et que ça gênera pas. Bon, commençons avec la librairie Ethernet officielle. Donc, il y a deux versions de la librairie Ethernet. Il y a la version ancienne qui est livrée avec l'Arduino 0022. Et il y a la nouvelle version, entre guillemets, qui sera fournie avec l'IDE Arduino version 1.0 bêta. Quelle est la grosse différence entre ces deux versions ? Eh bien, dans la nouvelle version livrée avec l'Arduino Beta 1, il y a le support du DNS et du DHCP. C'est-à-dire que, comme je vous montrerai tout à l'heure, vous n'aurez pas besoin de donner l'adresse IP si vous êtes branché avec un routeur, et vous pourrez directement donner les noms des serveurs sur lesquels vous voulez vous connecter, non pas leur IP. Par exemple, vous pourrez marquer google.fr au lieu de donner l'adresse IP de Google. Mais ça c'est dans la prochaine version, et pour le moment elle n'est pas totalement finie, donc on reste sur l'ancienne. Enfin l'ancienne entre guillemets, puisque c'est celle qu'on utilise en ce moment. Donc la librairie Ethernet se compose de trois classes: la classe Ethernet, la classe serveur et la classe client. Donc tout d'abord la classe Ethernet qui permet de, entre guillemets, d'allumer l'Ethernet Shield. Alors elle prend elle a une seule fonction, c'est begging. C'est un petit peu comme serial, c'est-à-dire que quand vous voulez utiliser le port série, vous faites serial.begging la vitesse. Et bien là c'est presque la même chose, sauf que vous faites ethernet.begging, l'adresse MAC et l'IP que vous voulez donner à l'Ethernet Shield. Alors l'adresse MAC, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, elle est marquée à l'arrière sur un sticker, c'est à l'arrière de votre Ethernet Shield. Vous pouvez mettre n'importe quelle adresse MAC, ça posera pas vraiment de problème. Il faut juste qu'elle soit libre. Ensuite, au niveau de l'adresse IP, c'est pareil. Vous pouvez mettre n'importe quelle adresse IP de votre réseau local. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes sur un réseau où c'est 192.168.1. quelque chose, vous pouvez mettre n'importe quel quelque chose. Ça fonctionnera tant que ce quelque chose n'est pas utilisé par un ordinateur ou n'importe quoi d'autre qui est en Ethernet. Alors cette première version, c'est valable pour une connexion directe, c'est-à-dire ordinateur Arduino, avec un câble croisé. Si vous êtes sur un réseau local, comme c'est mon cas avec un routeur, vous allez devoir spécifier un troisième argument, qui est gateway. Alors c'est là en fait c'est tout simple, c'est l'adresse IP de votre routeur.
Et si en plus vous êtes sur un réseau dans lequel le masque de sous-réseau n'est pas le même que celui de base, hein, 255.255.255.0, eh bien vous allez devoir le spécifier aussi dans le quatrième argument. Alors, en général on utilise la deuxième version, c'est-à-dire adresse MAC, adresse IP, adresse du routeur, puisque c'est le grand classique d'avoir une Arduino Ethernet connectée en Ethernet sur un routeur. Donc une fois que vous avez fait le Ethernet.begin, que vous avez dit à votre Ethernet Shell comment elle devait se connecter à votre réseau, eh bien vous avez deux choix. Soit vous créez un serveur, et à ce moment-là c'est des clients qui viennent se connecter à vous. Alors, qui viennent se connecter dans une certaine limite, hein, parce que au maximum vous pouvez avoir 4 connexions simultanées. C'est-à-dire que vous pouvez être connecté à 4 serveurs en simultané, ou vous pouvez avoir 4 clients connectés sur votre serveur, mais pas plus. Donc soit c'est le client qui se connecte sur vous, c'est-à-dire c'est un serveur tout simple, soit c'est vous qui vous connectez à un serveur, et là vous êtes un client. Donc comment créer un serveur? Alors très simple, vous faites serveur, enfin le type serveur avec S majuscule, le nom de votre serveur, par exemple je peux l'appeler Google, entre parenthèses le port sur lequel se connecter, par exemple 80, et à ce moment-là on va dire bon bah tu crées l'objet appelé par exemple Google, qui en fait va être un serveur qui va attendre sur port 80. Voilà. Alors par exemple si on fait un truc sur port 80, c'est sûrement pour faire un mini serveur HTTP, qui va avec un navigateur web renvoyer une page web. Alors ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut gérer la page web, etc. etc. Nous dans notre tutoriel on va faire quelque chose de très simple. On va faire un serveur sur le port 1337 et on va juste attendre un seul caractère. Si c'est un A majuscule on allumera une LED, si c'est un A minuscule on va l'éteindre. Voilà, on va pas faire des requêtes HTTP, etc. etc. On va faire quelque chose de très très simple. Donc une fois que vous avez créé un objet serveur, je vous montrerai un petit peu plus en détail comment on le crée cet objet serveur parce que c'est pas très clair là. Il va falloir faire un point begin de cet objet pour tout simplement dire à la carte Ethernet créer ce serveur et mets-le en place. Une fois que ce sera fait, vous pourrez utiliser les fonctions suivantes. Donc available qui va soit vous retourner nul s'il n'y a aucun client de connecté à votre serveur, soit un objet client, que je vous expliquerai juste en dessous, dans lequel vous allez, en fait c'est tout simplement un objet avec lequel vous allez pouvoir directement envoyer et recevoir des choses avec les clients. Donc une fois que vous avez fait votre serveur, donc available, bon, write, print et println permettent d'envoyer des choses à tous les clients en même temps en une seule fois. C'est une sorte d'envoi groupé quoi. Donc là après la syntaxe est exactement la même qu'avec serial. Donc vous avez fait available, il vous a retourné un objet client. Avec cet objet client, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez savoir si le client est connecté, et s'il est connecté, vous pouvez faire des write, print, println. Available qui là par contre va vous retourner un chiffre, avec le nombre de choses que le client vous a envoyé, que vous allez pouvoir ensuite lire avec read, ou si vous en avez déjà lu ce qu'il vous faut, vous allez pouvoir faire flush pour vider la mémoire et gagner de la place. Puis après stop pour fermer la connexion avec le client. Là, ça c'est l'utilisation de client avec un serveur. Maintenant, vous voulez vraiment faire un client pur. C'est-à-dire vous allez vous connecter à un serveur tout seul, vous n'utilisez rien d'autre. Pour ça, vous allez devoir créer un objet client vous-même. Alors, pareil qu'avec serveur, vous faites client, espace, par exemple, je sais pas, Google, hein, encore. Parenthèse, adresse IP de Google, virgule, port 80, par exemple, si on était sur Google, ou n'importe quel autre port si vous voulez utiliser un service quelconque. Alors, pour l'adresse IP, vous la mettez dans un tableau, par exemple la byte IP entre crochets pour dire c'est un tableau, égale adresse IP de ce que vous voulez faire. Ah bah tiens, justement, voilà. Adresse IP de Google, bon, c'est pas la bonne apparemment, mais voilà comment on ferait. Et voilà comment on déclarerait le client juste après. Donc, hop, l'adresse IP dans un tableau ici, et port 80 pour dire c'est Google. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser toutes les mêmes fonctions ici, avec en plus cette fonction connect qui va vous permettre de vous connecter. Donc dans notre cas, on va créer un serveur sur le port 1337 qui va tout simplement attendre des caractères, et puis en fonction de ces caractères, va exécuter des actions. Pour utiliser la librairie Ethernet, quel que soit le mode que vous voulez utiliser, que ce soit client ou serveur, il va falloir inclure la librairie. Donc tout d'abord, on inclut spi.h qui va vous permettre de discuter de manière matérielle avec l'Ethernet Shell. Donc première chose à faire, include spi.h en majuscule. Ensuite, là maintenant vous pouvez inclure ethernet.h,
Et là, vous avez accès à toutes les fonctions de la librairie Ethernet. Donc première chose qu'on fait, un tableau avec l'adresse MAC, un tableau avec l'adresse IP et un tableau avec l'adresse du routeur. Donc vous voyez, là il y a mon adresse MAC, mon adresse IP et l'adresse du routeur. Ensuite, je crée un objet serveur, donc comme je vous le disais, type serveur, espace, le nom que je lui donne, par exemple serveur, et le port sur lequel je le crée, 1337. Dans ma fonction setup, je fais un ethernet.begin, comme je vous l'avais dit, adresse MAC, adresse IP et l'adresse du routeur. Ensuite, je fais un serveur.begin, sans argument, pour mettre en place mon serveur. Une fois que c'est fait, bon, je vais faire un pin mode et un digital write pour mettre en sortie et à 0 la LED la broche sur laquelle se trouve ma LED. Et dans la fonction loop, alors là c'est un petit peu plus spécial, je vais créer un objet client, tout simple, c'est-à-dire sans initialiser avec une IP ou un port. Donc par défaut il va être égal à nul. Et je vais faire client donc égal serveur.available. Comme je vous l'ai dit, soit il ressort nul, soit il ressort un objet client. Donc s'il ressort un objet client, c'est que sur mon serveur quelque chose, port 1337, quelqu'un s'est connecté et est en train de m'envoyer ou d'attendre quelque chose. Donc à ce moment-là, client va plus être égal à nul, mais ça va être un véritable objet client. Pour vérifier que j'ai effectivement quelqu'un de connecté, je fais un if, déjà if client pour voir qu'il soit égal ou pas à nul. S'il est égal à nul, il n'y a pas eu de client de connecté. S'il n'est pas égal à nul, c'est qu'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, on teste aussi que le client est bien connecté à moi. Parce que entre temps, entre le moment où j'ai fait le test pour voir si quelque chose était disponible et le moment où je teste si le client est connecté, la connexion a pu être coupée, quoi. Donc toujours vérifier que le client est bien connecté. Une fois que vous êtes sûr que vous avez un client, que ce client est connecté, on teste si le client nous envoie quelque chose. Donc là, dans mon cas, ce sera soit un majuscule, soit un petit a. Donc je fais un read, je fais un switch. Si c'est un A majuscule, j'allume ma LED, et si c'est un A minuscule, j'éteins ma LED. Hop, boucle, la boucle loop, et ça recommence, ainsi de suite et ainsi de suite. Pour envoyer ces A minuscules et ces A majuscules, j'ai fait un petit script Python tout bête. Alors, il se connecte à mon Arduino. Tant que j'ai pas fait l'option 3 pour quitter le menu, il me fait en boucle ce menu. Donc si j'appuie sur l'option 1, il allume la LED, et si j'appuie sur l'option 2, il éteint la LED. Si j'appuie sur l'option 3, il quitte la boucle, et hop, il éteint tout. Voilà. Donc pas besoin de vous casser la tête et d'essayer de comprendre. Ça va juste afficher un menu et me demander si je veux allumer ou éteindre la LED. Je vais passer côté caméra pour vous montrer le matériel dont vous avez besoin et comment le câbler. Donc de quoi avons-nous besoin pour ce tutoriel? Donc tout d'abord d'une carte Arduino, ça semble assez logique. D'une carte Ethernet Shell, ça semble aussi logique. Pour le câblage, je vais utiliser une ProtoShell. Et alors, petite chose à remarquer, si on essaye de mettre la ProtoShell directement sur l'Ethernet Shell, eh ben ça va pas passer. Donc on va pas pouvoir la mettre directement. Pour câbler cette Ethernet Shell, je vais utiliser des petits jumpers qui normalement sont faits pour être vous voyez, soudés sur une shell. Grâce à ça, je vais pouvoir surélever ma shell. Hop, vous voyez, je vous fais juste un test vite fait. Donc comme ça, tac, maintenant ça passe. Au sujet du sticker avec l'adresse MAC, il est ici. Alors comme je vous le disais, soit vous gardez l'adresse MAC de l'exemple, ça marchera pareil, soit vous rentrez l'adresse MAC que vous avez sur votre sticker. Mais ça changera rien. Alors pour le câblage, donc, très simple. Vous voyez ici, il y a le port SPI. Et l'autre morceau du port SPI qui est ici. Donc il va falloir connecter tout ça. Toc. Voilà. Vérifie que c'est bien aligné. Et on en fiche. Une fois que c'est fait, donc on va mettre les petits connecteurs pour rehausser la carte. Voilà. Et finalement la ProtoShell. Voilà, donc ça nous fait un beau petit sandwich. Vous voyez. USB, Ethernet, ProtoShell. Tac. Alors, petite chose de la ProtoShell que j'avais pas utilisé dans les tutoriels précédents, il y a un bouton pré-câblé et deux LED. Donc moi je vais pas me casser la tête, hein, comme pour ce tutoriel maintenant vous savez câbler une LED, je vais directement utiliser la LED qui est pré-câblée sur la ProtoShell. Voilà. Comme ça m'évite, j'ai juste à mettre un fil.
Au niveau de la LED, elle va être câblée sur la broche 9, donc c'est, vous voyez, c'est le deuxième trou en partant de la droite sur le deuxième connecteur. Tac. Et donc maintenant, ben, notre câblage est prêt. Donc maintenant que notre câblage est prêt, il va nous falloir un petit câble USB, hop, pour envoyer notre sketch, et un câble Ethernet, ben, pour connecter en Ethernet. Voilà. Donc là, tout est prêt, tout est bien bon. J'ai déjà envoyé le sketch dans l'Arduino pour pouvoir tout de suite vous montrer un peu comment ça se présente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la caméra. Tac. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs petites LED. Hop, je vais essayer de faire le point. Oula, c'est pas gagné. Donc la première LED rouge, c'est la LED pour l'alimentation, donc elle doit toujours être allumée. Si elle n'est pas allumée, c'est qu'il n'y a pas d'alimentation. La deuxième LED, c'est pour dire que la liaison Ethernet a été faite. La troisième LED orange, c'est pour dire qu'on est connecté en full duplex, c'est-à-dire qu'on va envoyer et recevoir en même temps. Et la dernière LED, c'est la liaison à 100 mégas, je crois, pour dire qu'on est en Ethernet 100 mégas. Ensuite, il y a deux autres LED qui sont vertes et il y en a une troisième qui est rouge. La LED rouge, c'est pour dire qu'il y a eu une collision, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème. Et les deux LED vertes, c'est pour l'émission et la réception en Ethernet. Alors je vais essayer de vous les faire clignoter. Pour les faire clignoter, je vais lancer un ping. Comme ça. Hop. Vous voyez, je vais lancer un bête ping. Et normalement, elle devrait clignoter à un intervalle d'une seconde. Voilà. Et comme vous voyez, à peu près 1 à 2 millisecondes de ping. Donc maintenant, au niveau de notre script en Python, je vais l'exécuter. Hop, voilà. On va l'autoriser à se connecter. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, il m'affiche un petit menu. Si j'appuie sur 1, la LED s'allume. Si j'appuie sur 2, la LED s'éteint. Donc je vais appuyer sur 1. Hop. Et là, normalement, tac, la LED s'allume. Maintenant, je vais envoyer 2. Donc la LED va s'éteindre. Là, je peux m'amuser. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, merde, oups, 2, voilà. Voilà. Donc notre sketch en lui-même fonctionne relativement bien. Donc maintenant que nous avons fait notre LED, il va falloir qu'on passe à quelque chose de plus intéressant et quelque chose un petit peu plus orienté domotique, à savoir utiliser une charge. Alors une LED c'est bien beau, c'est quelque chose d'assez intéressant certes, mais on va pas aller loin avec une LED. Moi par exemple je voudrais pouvoir utiliser ceci qui est une petite LED de 1 watt qui consomme 1 ampère. Alors quel est le problème? Eh bien cette LED qui consomme 1 ampère, je ne vais pas pouvoir la câbler directement sur mon Arduino, elle va jamais s'allumer et ça risquerait même de fusiller mon Arduino. Alors pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle un relais, qui est en fait une sorte d'interrupteur, enfin, c'est un interrupteur même, mais avec une petite self pour le contrôler via de l'électricité. C'est-à-dire que là, ici, on a un interrupteur, ici, on a un autre interrupteur, et ici, on a une self. Et donc, grâce à un principe magnétique, quand on va envoyer du courant dans la self, tac, l'interrupteur va commuter à l'intérieur. Donc, par contre, on ne peut pas utiliser ce relais tel quel avec l'Arduino, il va falloir faire un petit montage. Alors, ce petit montage, il n'est pas trop compliqué non plus. Il va nous falloir un petit transistor, alors moi j'utilise un BC547. Il va nous falloir une diode de redressement, alors moi j'utilise une 1N4007. Vous pouvez utiliser n'importe quel 4000 quelque chose, un 4004 par exemple. Et il va nous falloir une résistance de 1 kg. Alors au niveau du câblage, je l'avais mis quelque part. Voilà. Donc voilà le câblage. J'ai pas un stylo? Non. Si, j'ai un stylo.
Donc ici, bon, ce sera pas D13, ce sera D9. Je sais pas pourquoi j'ai mis D13. Donc là, on aura la patte Digital 9 de l'Arduino, qui va aller dans une résistance de 1 kg. Puis dans la base du transistor, au niveau de l'émetteur du transistor, c'est-à-dire le E ici, il va être relié à la masse. Et au niveau du collecteur, c'est-à-dire ici, il va être relié à un autre relais. Alors vous voyez ici, il y a une diode. Et il y en a qui vont dire, ouais mais elle est à l'envers. Et bien justement, elle est à l'envers et c'est fait pour. Puisque en fait, le relais, il a une self à l'intérieur. Et quand on va quand on va couper l'électricité à l'intérieur de cette self, la self, elle va vouloir se défendre et elle va faire de l'électricité, mais dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'au moment où on va bloquer le transistor, qui se comporte comme un petit interrupteur, eh bien la self elle va se défendre et elle va envoyer un courant dans l'autre sens. Et elle va pas envoyer par exemple un courant de 5 volts, mais pendant une milliseconde, voire même moins, elle va générer des courants qui peuvent aller jusqu'à 1000-2000 volts. Donc bien sûr, notre transistor, lui, si on le met directement comme ça, il va pas aimer. Donc on met cette diode, qui est une diode de redressement, qui peut gérer des tensions très élevées, enfin des courants très élevés. Et donc en la mettant à l'envers, comme ça, par défaut, le plus 5 volts, il va passer dans le relais, dans le transistor. Si le transistor, qui se comporte comme un interrupteur, il est fermé, ça va jusqu'à la masse, et donc le relais, il est activé. Si maintenant le transistor est fermé, enfin il est ouvert, pardon, le 5 volts il peut plus passer, la self, comme avant elle était alimentée, elle va se défendre, elle va générer un courant dans l'autre sens, et donc ce courant il va passer dans la diode, et il va boucler comme ça, et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en fait. Et ça évitera en fait que notre tension inverse, elle aille dans le transistor et qu'elle le fume petit à petit. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, ça va rien faire. Mais au bout de 10, 15, 20 fois, le transistor, il va plus marcher. Alors là, je vous l'ai marqué à côté. Quand la petite flèche, elle va comme ça, de l'émetteur, en sortant du transistor, c'est un NPN. C'est-à-dire que par défaut, il est ouvert. Et quand sur la base, on lui envoie un courant, il se ferme. Il faut voir le transistor comme comme un interrupteur électronique. C'est-à-dire que ici, on a quelque chose, une tension, qui veut passer du collecteur à l'émetteur, de C à E. Donc par défaut, cette tension, elle ne peut pas, puisque par défaut ouvert. Quand on vient mettre une tension sur B, le transistor commute et la tension passe. Il existe les PNP, c'est l'inverse. Par défaut, la tension passe, et quand on lui met un courant, elle passe plus. Donc au choix, c'est à vous de décider si par défaut votre relais doit être allumé ou éteint. Il faut savoir, par exemple, là, dans le relais que je vais utiliser, vous avez vu, il y a deux contacts. Il y en a un qui par défaut est ouvert et un par défaut qui est fermé. Donc dans notre cas, ça n'a aucun intérêt de choisir un PNP ou un NPN, puisque notre relais il peut faire les deux en même temps. Au niveau du câblage, pas vraiment compliqué. Comme je vous l'ai montré, je vais vous remettre le schéma vite fait. Ensuite, je couperai la vidéo, je ferai le montage et puis je vous ferai la démonstration. Donc, résistance de 1K, BC547, le relais et la diode de roue libre. Enfin, ça s'appelle une diode de roue libre, la petite diode. Donc voilà le schéma, je vous laisse 2 minutes. Et puis maintenant, je vais faire le câblage et je vais vous montrer ce que ça donne en direct. Donc voilà, j'ai terminé le câblage. Alors, petite chose que je me rappelais plus au niveau du relais. Donc si on prend le relais, les pattes vers le haut, je disais que la self était ici. Alors en y regardant de plus près, en fait c'est pas du tout ça. En fait si on y regarde, ces deux points, si on fait la comparaison, ces deux points sont reliés ensemble, et c'est en fait le point milieu de l'interrupteur, et c'est les deux petits points qui sont là, ici, qui sont reliés à la self, et c'est ces deux points là qui sont les deux points de l'interrupteur. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a un, c'est celui du bas qui est relié en continu par défaut au milieu, à la broche milieu, et l'autre qui est ouvert. C'est-à-dire que de ce côté-là, c'est fermé par défaut et ouvert par défaut. Donc voilà, vous voyez, c'est ce que je disais par rapport au relais où il fait les deux, donc pas la peine de se casser la tête. Bon, ce qui est vrai, c'est que il est préférable quand même de prendre un transistor NPN qui va donc laisser le relais éteint par défaut, puisque si on le laissait allumer par défaut, bien qu'en l'ayant câblé sur le morceau, par exemple, sur le morceau qui va bien pour que notre charge soit
soit allumée, soit éteinte par défaut comme on le souhaite, le relais lui va consommer quand même. Donc c'est mieux de le laisser éteint par défaut. Voilà. Au niveau du câblage, donc voilà, je l'ai réalisé. On va enlever ce câble. Donc le transistor, avec sa résistance sur la base. J'ai laissé le câble avec la LED, comme ça, vous voyez, on pourra voir la LED s'allumer et s'éteindre, et le relais, on entendra le relais coller. Alors, petite chose au niveau du transistor, vous voyez, il a un méplat, je sais pas si, voilà. Il a un côté plat avec l'inscription et un côté rond. Rond. Si vous prenez le transistor comme ça, le plat vers vous, le collecteur est sur la gauche, la base est au milieu et l'émetteur est sur la droite. Si vous vous en rappelez pas, je vais essayer de l'enlever et de faire un zoom, je sais pas si ça va, ça va réussir à zoomer dessus. Voilà, vous voyez, sur la gauche, il y a un petit C. Et c'est là où se trouve le collecteur. Donc si vous vous en rappelez pas, vous regardez l'inscription, et le C est, vous voyez, à gauche, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hop, je vais le remettre. Voilà. Donc là, la diode, la grosse diode que j'ai placée en cavalier au-dessus du relais, qui est à l'envers pour éviter que, enfin justement comme je vous l'avais dit, pour bloquer le retour. J'aurais pu mettre une LED, une vraie LED. Vous auriez vu, elle se serait mise à s'allumer et s'éteindre, mais bon, ça aurait été cramer une LED pour rien, quoi. Donc je vais pas cramer une LED juste pour pour vous montrer dans une vidéo. Au niveau de la charge, donc vous voyez ici j'ai l'alimentation. Alors l'avantage d'avoir mis un relais, c'est qu'il se comporte comme un interrupteur. Donc on peut bien lui faire commuter du 220 volts par exemple. Alors bien sûr, si vous utilisez du 220 volts, il faut faire très attention à ne pas vous électrocuter. Ça semble évident. Mais là par exemple, j'ai utilisé une LED qui se contrôle en 3 volts. Mon Arduino fonctionne en 5 volts. Donc dans tous les cas, j'aurais jamais pu la contrôler avec l'Arduino. Donc là vous voyez, j'ai mon alimentation sur 3 volts avec le petit fil, tac. Ici, il est relié au commun, au curseur milieu de l'interrupteur sur la masse. Là, vous voyez, hop, il est câblé sur l'autre morceau, qui par défaut est ouvert, vous voyez, elle est éteinte, et l'autre côté au plus. Si maintenant, au niveau de mon programme, donc je vais le relancer, tac, vous voyez, là c'est éteint. Alors je vais essayer de coller le micro à côté du relais, ça va pas être simple. Vous allez entendre, ça fait un cloc très net normalement. Voilà, je sais pas si vous avez pu l'entendre. C'est un petit bruit très net, c'est caractéristique d'un relais. C'est quand la self aimante l'interrupteur et donc qui vient se coller, qui vient coller les contacts. Ça fait un petit cloc. C'est très caractéristique et vous savez tout de suite quand votre relais est bien câblé, si quand vous appuyez même sans avoir rien de câblé dessus, vous l'entendez coller et vous savez tout de suite si ça marche. Donc vous avez sûrement dû le voir, il y a la loupiote qui s'est allumée. Et là vous voyez, ça fait de la lumière. Ça fait beaucoup de lumière même. Et donc là, sans même s'en rendre compte, on a fait, vous voyez, c'est pas un système bien gros, hein, il y a il y a un Arduino, 2 chaînes empilées, un petit montage électronique et une loupiote, mais là j'ai une seule loupiote, mais j'aurais pu mettre, je sais pas moi, 3, enfin non, ça va pas passer sur la petite board, mais j'aurais pu mettre 2 relais par exemple, et contrôler 2 LED, enfin 2 lampes, par exemple une lampe de chevet, je sais pas. Et là, on aurait déjà un projet de domotique quasiment complet. Il aurait fallu faire dans le code 2 autres switches avec par exemple A majuscule, enfin B majuscule, B minuscule, pour faire une autre série de LED. Mais dans le principe, là, on a un système de domotique quasiment complet, avec un contrôle à distance d'une LED. Donc ça, c'était l'exemple vraiment concret de l'utilisation de l'Ethernet Shell. Alors, il y a d'autres exemples, hein, utilisés pour envoyer des données d'un capteur sur un site web, en faisant des requêtes HTTP, etc., etc. Mais ça, je vous laisse y regarder vous-même, puisque c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut gérer les requêtes HTTP. Si vous êtes vraiment intéressé, il existe des exemples pour envoyer des données de capteurs sur, je ne sais plus comment s'appelle ce site, je crois que c'est PatchHub. Sinon, il existe une librairie pour envoyer des messages via Twitter, si ça vous intéresse. Il existe aussi une librairie pour gérer des messages en JSON, c'est-à-dire
des objets envoyés via JavaScript. Enfin bon, il existe beaucoup de choses qui ont été faites avec la shell d'Arduino Ethernet. Donc si vous êtes intéressé, vous allez sur Google, vous tapez Arduino Ethernet Shell, vous verrez il y a énormément de projets qui sont faits avec. Rien que sur le forum Arduino, vous verrez il y a un très bon topic qui doit être à plus de, je sais plus, je crois que 300 ou 400 réponses, là il doit en être, où il vous explique comment faire une gestion de votre maison en domotique, les lampes de votre couloir, de votre cuisine, etc. Via un très joli interface web. Et de manière vraiment très pro. Alors si vous êtes intéressé par faire de la domotique avec ce système, vous allez sur le topic, vous verrez normalement il est quasiment tout le temps sur la première page. C'est un des topics les plus actifs du forum. Et vous verrez, il y a quand même des bonnes choses qu'on peut faire avec l'Ethernet Shell. Donc voilà, c'était une petite présentation et utilisation de l'Ethernet Shell. J'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos et ben, je vous